Bonjour à toutes et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Riwicht avec aujourd'hui Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir Jérôme. Jérôme Paoli de Paroles de Corse. Bonsoir à vous. Et Dominique Moret de la rédaction de Village Til. Bonsoir également Dominique. Alors la semaine a été importante pour la radio et la télévision de service public en Corse. En effet, nous fêtons les 40 ans de nos médias respectifs et ce n'est pas par narcissisme ou prétention quelconque que nous évoquons ce sujet en ouverture de Riwicht, mais tout simplement parce que l'apparition en décembre 1982 de FR3, ça s'appelait comme ça à l'époque, et de Radio Corse, elle s'appelait ainsi aussi, a été un véritable bouleversement en Corse. Songez qu'il n'y avait pas avant 1981 d'informations propres à la Corse, simplement un décrochage de Marseille sans parler du véritable verrouillage de l'information. Alors aujourd'hui, pour les nouvelles générations, tout cela paraît bien lointain et à peine croyable, mais c'était la réalité en 1982. Ça a été un tournant, 82, Jérôme Souzine. Oui, ça a été un grand, en tous les cas le grand démarrage pour une belle aventure, pour des équipes qui se sont installées et qui avaient tout à faire, parce que c'était un peu la page blanche. Il a fallu tout écrire pour ceux qui ont été les pionniers de ces outils qui sont devenus des outils aujourd'hui d'excellence. Parce qu'il n'y a pas que l'information, il n'y a pas que les émissions, il y a des métiers derrière, il y a des vrais métiers derrière, il y a des vraies compétences, il y a des techniciens, des gens de régie, c'est des métiers de qualité, c'est une excellence pour la Corse. Ces outils là ont amené effectivement un plus grand pluralisme pour la Corse, une plus grande proximité, une plus grande adaptation et réalité et objectivité à dire les choses aux antennes et sur les écrans, mais aussi ont amené une qualité qui, en termes de quotidien, est là tous les jours. Vous avez connu cette époque, Jérôme. Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Non, je n'ai pas connu cette époque-là. Non, en revanche, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de la Corse. Parce que si c'est des médias locaux qui s'installent, qui se développent, c'est aussi une forme de décentralisation, c'est donner de la proximité, de l'information de proximité qu'il n'y avait pas. C'était aussi un environnement dans lequel il n'y avait pas, même au niveau national, autant de chaînes de télévision. Il y avait quelques chaînes hertziennes et puis c'était tout. Et c'était vraiment fait dans une logique de décentralisation qui était importante. Et pour moi, ça fait vraiment Parce que les Corses n'avaient pas leur information. Mais bien sûr. Et pour moi, ça fait vraiment partie. Tout ce qu'il fallait sur Marseille ou la Côte d'Azur, la Corse, oui, très peu de choses, quoi. C'est épineux. On est vraiment dans l'histoire de la Corse. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Et une région, elle se développe aussi avec ses médias. Est-ce que ça se ferait aujourd'hui? C'est une décentralisation comme celle-ci, c'est un peu la question. C'est une vraie question, et quand on voit les réflexions au niveau de Radio France et du groupe France Télévisions, on peut vraiment se poser la question, est-ce que les chaînes régionales, les décrochages régionaux vont être maintenus? Je ne pense pas qu'ils vont être augmentés, parce qu'on parle de Viastel, mais Viastel c'est une chaîne de plein exercice, c'est la seule sur l'ensemble du réseau France Télévisions. Je ne pense pas qu'il y ait une logique de dire maintenant en Aquitaine on va faire des chaînes de plein exercice partout. C'est peut-être plus la tendance. Dominique, vous êtes beaucoup plus jeune, donc vous n'avez pas du tout connu cette période, mais vous avez travaillé ces derniers jours sur ces 40 ans. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces Ce qui est marquant, en fait, quand on discute avec les journalistes de l'époque, je discutais hier avec Michel Mignot, qui est arrivé en 83, en fait, c'est l'état d'esprit général, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une lutte pour l'information à ce moment-là. Il y avait des commissions rogatoires régulières pour saisir des images, pour saisir des rushs carrément, pour empêcher la diffusion de certaines choses. Finalement, c'est très éloigné de la façon dont nous, on pratique le journalisme aujourd'hui, parce que l'information, malgré tout, elle est assez disponible. Et il n'y a pas de frein majeur. Il peut y en avoir à l'occasion, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de danger autour de ça. Du moins, les institutions verrouillent un tout petit peu. Bien sûr, on n'a pas l'information des fois à midi. Très relatif. On peut l'avoir le lendemain. Avant, non, c'était carrément des forces armées, enfin des gendarmes qui venaient, ou des policiers qui venaient réclamer des choses. Voilà, donc un état d'esprit très différent, une société corse qui a évolué. 40 ans, c'est 40 ans d'RCFM, c'est aussi 40 ans de la collectivité de Corse. À et de l'université. Et de l'université. Pour ça, je dis qu'on est dans une logique de décentralisation.
voilà, différente de celle d'aujourd'hui. Par contre, par rapport à ce que disait Jérôme, je ne sais pas s'il y a un danger aujourd'hui à ce qu'il y ait une recentralisation. Il peut y avoir des recentralisations au sein de France Télévisions et de Radio France. Peut-être qu'il y a cette tentation-là. En revanche, il y a plus une décentralisation, puisque même le citoyen devient un acteur avec une possibilité de faire lui-même sa propre information avec les réseaux sociaux. Donc il y a quand même une situation qui a changé aussi de ce point de vue-là, quoi. Alors, Jérôme Souzini, l'histoire des médias en Corse, elle a été longue. Dominique y faisait allusion. Elle a été agitée aussi. Alors, si les Corses sont très bien perçus lorsqu'elle est apparue, et les pouvoirs publics, beaucoup moins. Le gouvernement, on a vu ce qui s'est passé, cette station a failli fermer, et puis les élus corses aussi. Ben, comme le dit Dominique, il y avait ces pionniers-là ont dû se battre, quoi. Effectivement, ils ont dû se battre pour faire avancer quelque chose qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, hein, parce que c'était des gens qui étaient quand même de métier, c'était pas des apprentis, c'était des gens qui avaient l'amour de cela, qui ne comptaient pas les heures et qui avaient contre eux parfois, pendant longtemps, c'était pas qu'au début, hein, il fallait faire attention à la virgule. Les coups de fil étaient nombreux. Moi, j'ai connu ça aussi, un petit peu, hein, une certaine pression de la part y compris dans la rue, hein, moi, je me souviens avoir dit quelque chose ici sur un plateau, et puis avoir été menacé après Place du Diamant. Vous voyez, le problème aussi, c'est une certaine c'est la proximité. C'est la proximité des choses. Mais cette proximité-là, c'est un avantage et un inconvénient, mais toutes les équipes, que je parle des équipes, je mets tout dans le même sac, c'est-à-dire les journalistes, les animateurs, tout ça, toutes les équipes veulent bien l'assumer, l'endosser. Et c'est ça qui fait la force, c'est que ces individus-là sont dans la société, font partie de la société et ne racontent pas autre chose que ce qui se passe dans cette société. C'était surtout la contestation du pouvoir politique. Au début, quand vous interrogiez un élu, poser une question, c'était quasiment une agression. Ils considéraient ça comme une agression. Ils n'avaient pas du tout l'habitude de répondre aux médias. Ils n'étaient pas habitués à avoir des médias, parce qu'un média, c'est quoi sur le fond? C'est aussi quelque chose, c'est aussi avoir un esprit critique et ne pas... et là, ils avaient des questionnements auxquels ils n'étaient pas habitués, et on disait, avant ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient sans que ce soit scruté, analysé. Là il y a des analyses, un esprit critique, donc il fallait le vivre. Et puis c'était une époque, 10 ans avant ou 20 ans avant, il y avait quand même Perfit, ministre de l'Information, qui téléphonait au directeur d'Antenne 2 pour lui dire: tu dis ça à la télé. Donc c'est aussi une période, et donc il a fallu une adaptation, et que tout le monde commence à comprendre qu'il y allait avoir des médias locaux qui allaient parler de ce qui se passait quotidiennement en Corse, et que on dirait ça allait pas toujours être positif, et qu'il y aurait un esprit critique, et c'était très bien comme ça. Et sans compter l'équilibre qu'il y avait ou qu'il y a encore à tenir, hein, avec cette histoire de subvention ou d'aide au financement. Au financement, une forme de dépendance. Ça a été une distance à imposer. Je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne, mais ça n'a pas été toujours le cas. En tout cas, les élus se sont adaptés. Beaucoup de séances de média training, vous en savez quelque chose? Oui, mais c'est des tendances qui ont eu lieu plutôt dans les années 2000. Pas avant? Très peu. Enfin, non, je pense que c'était pas industrialisé comme ça a pu l'être, ou mécanisé comme ça a pu l'être. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils font tous des médias training, y compris les ministres. Ça fait partie du jeu, mais parce qu'aujourd'hui, on arrive à un écueil, c'est que les hommes politiques, ils ont des éléments de langage. Vous voyez, c'est même, on est arrivé à quelque chose qui est plus très performant, quoi. Alors la page du conflit a été tournée fort heureusement depuis longtemps. Comment un jeune journaliste comme vous, hein, jeune, à 43 ans, vous savez, en tout cas comme les plus jeunes, conçoivent leur travail aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que c'est très différent. Avant, il y avait la notion de contre-pouvoir. C'était assez fort en Corse, ailleurs aussi probablement. Ailleurs, il y avait le mur de Berlin encore à l'époque. Il y avait des antagonismes très forts au niveau politique entre les communistes et la droite, deux modèles de société. Ici en Corse, il y avait l'idée de sauvegarder quelque chose. Et aujourd'hui, ceux qui promouvaient cette sauvegarde sont quelque part aux affaires à tous les niveaux, à l'Assemblée de Corse, à l'université, un peu partout. Et au fond, la notion de contre-pouvoir, elle existe un petit peu moins. Et le danger pour nous, c'est de tomber dans le consensus mou, je pense. Par contre, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai, oui, il y avait l'idée que les médias devaient valoriser les médias télé, mais il y avait, la presse écrite quand même avait un autre rôle. Comme la télé a été pensée pour être, on va dire, le relais de diffusion du pouvoir, et De Gaulle l'a voulu ainsi, la presse écrite
écrite quand même avait un rôle différent, je pense, à l'époque. Et c'était à travers le journal que les choses étaient dites et la télé était juste un relais. Aujourd'hui, ça a changé, je pense. Allez, deuxième sujet de la semaine, la campagne du ministère de l'Intérieur auprès des gens pour qu'ils viennent rendre les armes dont ils disposent, soit des armes de chasse, soit celles datant de la guerre, qui viennent d'un héritage ou autre. Les commissariats et les gendarmeries sont chargés de la collecte. On ne sait pas pour l'heure si la récolte a été massive en Corse. On écoute une gendarme. Soit vous avez la possibilité de régulariser la situation administrative de l'arme. Donc un agent de la préfecture est présent pour vous accompagner à créer un compte SIA, un compte système d'information sur les armes, et ça permettra d'alimenter le râtelier numérique. Soit l'autre possibilité. Donc, seconde possibilité, c'est se dessaisir de votre arme. Et là, un gendarme va sécuriser votre arme sans formalité. Jérôme Souzine, un commentaire sur cette opération. C'est bien, ils mettent un peu les choses à plat. Il y en a qui sont super enfouraillés dans tous les villages de France, hein, qu'en Corse, Danilo, peut-être une moyenne plus élevée ici. Il y en a même qui doivent avoir des chars dans leur hangar quelque part dans le Loiret. Donc, les armes, ça n'a jamais été une bonne chose, ça n'est sûrement pas un bon exemple. Je ne sais pas, peut-être que tous ceux qui avaient participé à la conférence de presse de Tralon vont les ramener, toutes ces armes, on verra bien. Bon, c'est un petit peu un coup de com', mais avec ce qui se passe en ce moment du côté de l'Ukraine, on peut imaginer que toutes celles qui sont déclarées aujourd'hui vont être remplacées par, je parle de l'Europe, je ne parle pas de la Corse, par des milliers de Kalachnikov ou autres armes beaucoup plus redoutables. Qui seront remplacées, modernisées. L'arsenal va être modernisé, c'est ça. Comment est-ce que vous interprétez cette initiative, Jérôme? C'est une façon de rassurer les populations face à l'insécurité, alors pas tellement en Corse, mais au plan national? Non, je pense pas. C'est une façon de fichier, parce que quand on écoute la gendarme, c'est vraiment ça. On va faire un fichier des armes. Après, c'est culturel. Alors, pas culturel, c'est culturel dans le sens où il y a des fusils de chasse qui appartenaient au grand-père, que tout le monde a envie de garder. On ne va pas aller rendre le fusil de chasse qui a appartenu à son grand-père. Il y a un aspect émotionnel. Alors après qu'effectivement on aille dire voilà, on a un fusil de chasse, est-ce qu'il est dans les normes pour pas quand on l'utilise ça nous pète à la gueule. Bon, c'est un peu anecdotique parce qu'on n'est pas non plus aux États-Unis, ça tire pas tous les jours dans la rue. Et puis ceux qui utilisent vraiment des armes, ils ont des armes très modernes et ils vont pas le dire à la police. Donc c'est un peu de la com', quoi. Ouais. Pensez que ce genre d'initiative en Corse pourrait connaître un succès, Dominique? C'est dur de le dire. Il y a une société qui se normalise un petit peu. Il y a un rapport à l'ancestral qui est à la fois valorisé et à la fois qui existe moins. On peut imaginer que certains n'ont plus la culture des armes qu'ils avaient auparavant et qu'ils pourraient se retrouver dans la situation de devoir les rendre. Alors j'ai entendu la presse nationale qui faisait écho de cette initiative et qui disait qu'en Autriche, ça avait existé aussi et que là-bas, on payait les armes. Quand on allait à la gendarmerie, on était rétribué pour avoir rendu les armes. Ici, c'est un petit peu différent. C'est vrai que la question qui est posée par Jérôme Souzine est intéressante. Qu'adviendra-t-il des armes du FLNC qui était censé les avoir déposées et qui les reprend aujourd'hui? C'est ce qui rend un peu le côté cocasse de cette initiative, c'est-à-dire qu'ici, il y a un rapport à la fois patrimonial, à la fois politique à l'arme. C'est un petit peu en décalage par rapport à ce qui se passe sur le continent. Mais moi, j'aurais préféré une démarche où on aurait dit vous avez le fusil de votre grand-père, vous avez des armes, parce que je pense que dans toutes les familles, il y en a. On va sécuriser ces outils, ces armes, parce que c'est vrai que un vieux fusil qui est pas entretenu, c'est pas bien non plus. Alors, il y a une possibilité. Ça aurait été une démarche positive. Là, c'est pas une démarche positive. C'est vous les rendez et on vous fiche. Non, il y a une possibilité également je me rappelle qu'il y avait une réunion en préfecture. Il y a une possibilité également de répertorier les armes du grand-père, y compris si vous n'avez pas le permis, vous pouvez la garder à la maison. Et de les mettre à niveau pour qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Allez, troisième sujet de la semaine, la démographie, avec cette étude prospective de l'INSEE qui estime qu'à l'horizon 2070, la Corse comptera 371 000, c'est très précis, habitants, soit une augmentation de 20 000 habitants par rapport à aujourd'hui. Alors deux choses à retenir, l'augmentation de la population se poursuit mais à un rythme plus ralenti et surtout le vieillissement s'accentue. La Corse comptera dans 50 ans plus de seniors que de jeunes. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est la continuité d'une tendance, parce qu'on ne peut pas dire que les anciens en Corse sont de plus en plus nombreux. Il y a des flux migratoires où vous avez des gens à la retraite qui préfèrent venir s'installer en Corse, on le voit beaucoup, du continent, parce que c'est plus facile, parce que même si c'est cher, c'est moins cher que sur la côte qu'à Nice ou qu'à Paris. Le logement, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, mais il y a une qualité de vie, etc. Donc il y a cette tendance, effectivement, d'avoir une population de plus en plus âgée. Bon, la chose remarquable, c'est qu'on passerait à 370 000, donc ça veut dire que la croissance serait décroissante, en fait. Alors, la démographie, c'est un facteur essentiel du développement, hein, pas tellement sur son nombre, plutôt que par sa structure. Est-ce qu'il est difficile, à ce moment-là, d'envisager un développement avec une population âgée, donc non productive ? Aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, autant d'actifs que de retraités qui arrivent, hein, parce que c'est le solde migratoire qui fait que la population corse augmente. C'est sûr qu'à terme, si cette projection se réalisait, se poserait la question, je crois qu'il y aurait, chez les plus de 75 ans, il y aurait 23% de la population qui ferait partie des plus de 75 ans. Effectivement, se poserait la question du traitement, du soin à domicile ou en EHPAD. Ce serait une autre société. Mais justement, est-ce qu'on n'arrive pas à ce que disait à l'époque le document présenté par Ange Santini et Camille de Rocazère sur cette fameuse économie résidentielle? Est-ce que ça donne pas raison si les statistiques se confirment? Quel type d'économie propose-t-on? Pour le coup, il n'y a plus d'économie productive. Hein. Pour la société, est-ce que c'est une économie tournée vers le service, vers le modernisme qui peut attirer des jeunes à grande échelle, hein, faire installer des jeunes? La Corse est un contre-exemple en matière de démographie au niveau de toute la Méditerranée. C'est celle qui, carrément, voit sa population constamment progresser, même s'il va y avoir un tassement prochain. La Sardaigne, par exemple, à l'inverse, se vide complètement de sa jeunesse, notamment. Et ça, c'est quelque chose à suivre, parce que si on perd notre jeunesse, nous aussi, on va avoir un gros souci. C'est vrai que ce que vous dites, qu'en Méditerranée, il y a cette problématique-là. Les jeunes veulent s'en aller. Chez nous, ils ne veulent pas s'en aller. Il y a des gens qui viennent en Corse pour résider. Mais ça fait écho à ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire que les médias étaient un contre-pouvoir à ce moment-là. Il y a une population jeune et qui revendiquait des choses. S'il devait demain y avoir une population très âgée, il y aurait également une population très conservatrice et qui serait pour le coup plus que dans le ronron. Mais après, il y a une autre difficulté, c'est la croissance de la population. Il faut anticiper, parce que les routes, le logement, les déchets... Ça, c'est aujourd'hui, mais si à terme, il y a plus de croissance... Ça fait aussi... Si on passe à 370 000... Ça pose d'innombrables questions. Enfin, en tout cas, plus 50 000. Soluzione fa di Zidili. Allez, on en termine avec Zergadia Zettimana, Dominique Moret. Allez, c'est vous qui commencez. Qu'est-ce qui vous a énervé cette semaine? Qu'est-ce qui m'a énervé? Peut-être ces statistiques qui sont inquiétantes sur le long terme. Si la population vieillit à ce point, on ne sait pas comment est-ce que la Corse deviendra, quoi. Jérôme Souzy. L'abruti qui a été zigouillé un cerf. Le biche. Non, encore, c'est tous les 2 ans, il y en a un qui, on la mauvre, une chèvre, les abrutis qui recouvrent quand ils font des grands projets immobiliers, qui recouvrent des centaines de tortues, c'est pas important, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que les services de l'OFB, de contrôle de tous ces trucs-là dans l'environnement, n'ont aucun moyen. Par contre, ils vont aller enquiquiner le petit chasseur dans les villages qui va à l'abattu. Donc, pauvre biche. Pauvre abruti qui tire, là on revient à l'histoire des armes, il faut arrêter ces imbécilités. Ça c'est le plus compliqué, c'est la chose à mieux partager. Hein, là je suis vraiment en colère. Jérôme. Moi, c'est toute la machine de guerre qu'on est en train de vivre dans les médias de la part du gouvernement qui nous explique qu'il va falloir qu'on fasse des économies d'énergie, que c'est de notre faute s'il va y avoir des coupures de courant, alors que c'est juste qu'il n'y a plus de centrales nucléaires qui fonctionnent véritablement. Enfin, il y a beaucoup de centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas en France et qu'on n'a plus d'indépendance énergétique et qu'on est encore dans des logiques de culpabilisation où on vous dit qu'il faut être solidaire, responsable. C'est pas de ma faute si la France n'est pas capable de fournir du courant à tous ses citoyens. Culpabilisation et infantilisation, ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci à tous les 3 de votre participation à l'Ingraziabi. E buon anniversario. Oui, 40 anni. Per i vostri commenti così a studio, ecco, ci ritroviamo bene al prossimo. Intanto vi lasciamo con un noticiale presentato da Stella Rosso, mi sbaglio mica oggi. Buonasera a tutti.